Théo Menant de La Roche-sur-Yon remporte la 7e étape du Tour de Guyane 2023. Il l'obtient au sprint devant le Martiniquais Edwin Nubul et le Guyanais Myron Stanis. Le maillot jaune est récupéré par Emiliano Villa. La course de ce vendredi 25 août qui reliait Irakubo à Kourou était particulièrement intense. D'abord, Teddy Octavia, VCK, Marc-Joseph, ECG et Antonin Corvézier, La Roche-sur-Yon, prennent les devants. Rattrapé une première fois, l'échappée reprend de plus belle. Plus tard, ils sont repris et Jules Maucourt, Born-Heure, Alexis Bricard, La Roche-sur-Yon et Adrien Ursel, Guadeloupe sont en tête. Après quelques kilomètres, ils sont rattrapés par des hommes intercalés. Au dernier mètre, les sprints sont lancés. C'est finalement Théo Menant de la team LMP, La Roche-sur-Yon qui l'emporte devant Edwin Nubul de la Martinique et Myron Stanis de l'ECG SGDE. Emiliano Villa prend le maillot jaune à Antoine Terrier. Ce samedi 26 août, les coureurs du Tour de Guyane devront vivre 2 tronçons, un contre-la-montre inédit dans la ville spatiale et une course reliant Kourou à Makouria. Attention à bien doser ses efforts pour ne pas caler si proche du terme des 6,5 km de ce contre-la-montre. Premier départ à partir de 8h15. L'après-midi risque d'être difficile pour le peloton car une fois de plus le vent va souffler très fort. Il va obliger les coureurs à puiser dans leurs réserves. Dès 14h15, le peloton s'élance vers Makouria avec un passage exposé dans la savane de Matiti. La traversée de Tonat et de la ligne d'arrivée marque le début d'une course en circuit. Un circuit compris entre la RN1, la traversée de la savane Mariva et le retour vers Tonat via la RD5, soit 18 km à accomplir 5 fois. Le final situé sur la RN1, 1 km après avoir quitté la route de Montsinéry, permet d'assister à de beaux sprints. Reste à savoir qui peut distancer les sprinteurs en cette fin de tour. L'arrivée est prévue à partir de 17h15. Décidément, être infirmière à l'hôpital n'est pas un métier qui fidélise. Comme le révèle une étude de la DREES, le service des statistiques du ministère de la Santé, près d'une infirmière sur 2 change de voie après une décennie de service. Entre 1989 et 2019, seulement 54% des infirmières hospitalières ont continué à exercer dans le même secteur après 10 ans. Cette proportion est en baisse, passant de 60% pour celles ayant débuté dans les années 1990 à 50% pour celles ayant commencé à la fin des années 2000. Parmi celles qui ont quitté l'hôpital, 11% ont poursuivi leur carrière d'infirmière dans d'autres secteurs, tandis que 7% ont changé de métier mais sont restés dans le milieu hospitalier, apprend-on d'une étude de la Direction de la Recherche, des études de l'évaluation et des statistiques DREES du ministère de la Santé. Cet effritement des effectifs s'observe même après 5 ans de carrière à l'hôpital. L'étude montre que 69% des infirmières ayant débuté entre 1990 et 1994 sont toujours en poste à l'hôpital après 5 ans. Ce chiffre a connu une baisse pour celles ayant commencé entre 2005 et 2009, atteignant 64%, avant de remonter à 72% pour celles ayant débuté entre 2010 et 2014. L'attrait pour l'emploi indépendant est notable. 13% des infirmières hospitalières optent pour une activité indépendante 5 ans après leur début et ce chiffre grimpe à 17% après 10 ans. Cependant, très peu se tournent vers un emploi indépendant dans un autre domaine. Par ailleurs, le nombre d'infirmières sans emploi en France métropolitaine augmente avec le temps, passant de 5% après 5 ans à 11% après 10 ans. La cybersécurité est désormais au cœur des préoccupations de nombreuses institutions. Pôle emploi, l'opérateur public en charge de l'emploi en France, n'a pas été épargné. Une cyberattaque d'une envergure sans précédent pour l'organisme a frappé de plein fouet l'organisation, permettant aux pirates de voler les données personnelles de millions de Français. Tout a commencé par un communiqué officiel de Pôle emploi alertant sur une violation du système d'information de l'un de ses prestataires majeurs, Majorel. Cette entreprise spécialisée dans la numérisation et le traitement des documents joue un rôle crucial dans le fonctionnement quotidien de Pôle emploi. L'organisme précise dans son communiqué publié le mercredi 23 août 2023 avoir pris connaissance de la violation du système d'information d'un de ses prestataires impliquant un risque de divulgation de données personnelles de demandeurs d'emploi.
Les premières estimations sont alarmantes. Pas moins de 10 millions de personnes pourraient être touchées par cette fuite. Cela englobe les personnes inscrites à Pôle emploi en février 2022 ainsi que celles ayant mis fin à leur inscription au cours des 12 mois précédents. Devant l'ampleur de la situation, Pôle emploi n'a pas tardé à agir. Outre le signalement effectué auprès de la CNIL, Commission nationale de l'informatique et des libertés, l'organisme a également pris la décision de porter plainte. Une décision qui n'étonne pas. C'est la marche à suivre habituelle que veut la législation en vigueur. Dans un souci de transparence, Pôle emploi s'engage à informer individuellement chaque demandeur d'emploi potentiellement affecté. De plus, une assistance spécifique est mise en place, accessible via la plateforme téléphonique 3949 pour répondre à toutes les questions et inquiétudes. Il y avait échappé lors de ses 3 précédentes inculpations pénales, mais le milliardaire candidat accusé d'avoir tenté de manipuler les résultats de la présidentielle de 2020 n'a pas coupé à ce cliché à l'effet potentiel infamant. Ce mugshot réalisé dans les services du shérif de la capitale de l'Est de Géorgie s'est instantanément retrouvé en une des médias américains et a fait le tour des réseaux sociaux. Cette photo a aussi marqué le retour de l'ancien président sur Twitter devenu X. Donald Trump a publié le cliché solennel accompagné du message « Ne vous rendez jamais », illustration de sa volonté de combattre ce qu'il estime être une chasse aux sorcières orchestrée par le président Joe Biden. Sa dernière publication sur cette plateforme, autrefois son canal de communication favori, remontait à janvier 2021. Il en avait été banni après l'attaque contre le Congrès américain menée par ses partisans, mais cette suspension a depuis été levée. Donald Trump est désormais fiché comme n'importe quel justiciable, poursuivi en justice avec ses caractéristiques physiques ainsi détaillées. 1m90, 98 kg, cheveux blonds vénitiens et le matricule P011 35 809. Libéré grâce au paiement d'une caution de 200 000 $, le favori des primaires républicaines pour la présidentielle de 2024 a rapidement quitté la prison d'Atlanta dans un convoi motorisé placé sous haute sécurité. Juste après avoir subi cette procédure légale et avant d'embarquer à nouveau dans son avion privé, il a dénoncé un simulacre de justice et une ingérence électorale de la part des autorités de l'État de Géorgie qui l'ont inculpé. Contrairement à l'attente du gouvernement et de nombreux acteurs haïtiens, la force multinationale que souhaite diriger le Kenya en Haïti ne prévoirait pas d'affrontement direct avec les gangs selon des sources bien placées. Lors des rencontres avec les officiels et experts haïtiens en sécurité, la mission d'évaluation du Kenya en Haïti a présenté un document stratégique intitulé « Force de protection statique ». Dans ce plan stratégique, la mission du pays africain propose au gouvernement de protéger les infrastructures gouvernementales les plus importantes comme l'aéroport, les ports maritimes et les routes principales. C'est ce qu'a rapporté le journal floridien Miami Herald, citant une source diplomatique. Toujours selon le Herald, un expert haïtien présent lors d'une rencontre avec la mission d'évaluation kenyane à Port-au-Prince a estimé que le plan stratégique proposé par le Kenya serait inefficace. Son point de vue est soutenu par une source diplomatique citée par le quotidien américain qui souligne que la plupart des infrastructures citées sont entre les mains d'un gang et que par conséquent, pour pouvoir les protéger, il faut d'abord en reprendre le contrôle. Certaines sources qui se sont confiées à Miami Herald sous couvert d'anonymat soulignent par ailleurs que l'offre kenyane est loin d'être ce que le gouvernement haïtien avait demandé. Toutefois, si la proposition kenyane venait à être acceptée par le gouvernement haïtien, les besoins opérationnels de la mission devraient obtenir l'approbation du gouvernement kényan et du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est la fin de ce flash. Je vous remercie de l'avoir suivi et à demain sur Radio Mayuri.